Il est économiste, entrepreneur, patron fondateur de la société Asterès, une société d'analyse économique et financière. Il vient de publier un livre qui est un véritable hymne à l'optimisme pour l'économie française. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour. Alors est-ce que vous avez trouvé dans l'actualité de cette semaine de quoi nourrir cet optimisme? Jean-Marc Ayrault sur RTL ce matin parlait de vent de face pour l'économie française. Non, il n'y a pas de vent de face pour l'économie française. L'économie mondiale va plutôt bien et la situation est en train de s'améliorer. Même en Europe, d'ailleurs, elle est en train de s'améliorer. Donc, contrairement à ce que l'on dit, notre contexte est plutôt porteur. Mais c'est vrai que la France connaît une crise qui est une crise d'adaptation, en réalité. Le problème de la France, ce n'est pas qu'elle est dans un environnement qui est spécialement défavorable. Et bien sûr, en Europe, il y a des sujets, mais le contexte n'est pas si mauvais que ça. Mais la France a du mal à s'adapter. Et finalement, tout ce que l'on est en train de vivre, y compris au niveau politique, à mon avis, entre dans ce cadre. C'est-à-dire que l'économie française, et ses structures et sa politique économique sont en train de changer. Alors là, ça se fait plutôt dans la douleur, mais je dirais que c'est une sorte d'adaptation forcée. Donc vous voyez, on peut même trouver un peu d'optimisme dans ce qui s'est passé depuis une semaine ou 15 jours. Vous parlez de contexte politique, l'affaire Cahuzac continue. Maintenant, c'est Pierre Moscovici qui est dans la tourmente. Est-ce que, au-delà de cette affaire, est-ce que la politique économique française vous paraît incarnée aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un patron à Bercy? Alors, il y a sans doute un patron à Bercy, mais là, je n'adhère pas à la politique économique qui est menée depuis le début du quinquennat, puisque je considère que la difficulté de la France aujourd'hui, c'est de donner aux entreprises une grande capacité à profiter de cette vague d'innovation, à profiter de la croissance économique mondiale, à profiter de la croissance des pays émergents. Or, on a plutôt une politique qui est tournée vers le passé. On a plutôt une politique qui protège les acquis, qui n'est pas réformatrice, alors qu'il faudrait, c'est un peu l'idée du livre d'ailleurs, plutôt faire prospérer la forêt plutôt qu'essayer d'empêcher les arbres de tomber. Mais cette affaire pose un problème qui va au-delà de ce que je viens de dire, qui est celui de la crédibilité de la parole du gouvernement. Et il faut bien voir qu'une politique économique, pour être efficace, doit être crédible. Et c'est pour ça, je vous le dis comme je le pense et de façon un peu brutale, mais que je pense que le gouvernement doit changer et que le ministre de l'économie doit changer. Ce qui n'est pas du tout lié à sa personne, qui est hautement estimable et compétente. Pierre Moscovici est quelqu'un qui, sans aucun doute, est à la hauteur de l'enjeu. Mais aujourd'hui, la parole du gouvernement, notamment en matière budgétaire, n'est plus crédible et donc on ne peut pas continuer comme ça. Qui devrait incarner cette politique à vos yeux? Vous avez un ou deux noms? Oui, enfin, alors je n'ai pas de nom, mais ce que je pense, c'est que la France a besoin d'un gouvernement de coalition. Et en réalité, beaucoup de gens, beaucoup de techniciens le pensent sans oser le dire. Mais aujourd'hui, on a vraiment besoin d'une politique qui fasse comprendre que ce que nous connaissons et ce que nous avons à gérer, c'est une mutation. Donc nous devons nous adapter. S'adapter, ça veut dire réformer l'État-providence, ça veut dire redonner de la compétitivité aux entreprises, ça veut dire remettre de l'ordre dans le système de formation. Donc ce sont des chantiers qui sont absolument colossaux, qui sont extrêmement transpartisans, et donc je pense qu'il faut un gouvernement de coalition. Après, je dirais que les 2-3 noms pour le diriger, sont sans doute pas très difficiles à trouver. Ça peut être d'ailleurs quelqu'un de la société civile aussi, il y a des noms qui circulent, ça peut être un homme politique. D'accord. On a vu dans cette semaine aussi un débat, vous parliez d'autres politiques, justement sur une autre politique possible. Est-ce que vous y croyez, une autre politique que celle de l'austérité? Ah, écoutez, je vais sans doute vous étonner, mais j'ai été assez d'accord avec les déclarations de Benoît Hamon et d'Arnaud Montebourg. Bien sûr, il faut réduire le déficit public, on est tous d'accord avec ça. Il faut à minima stabiliser la dette, c'est-à-dire ramener progressivement les déficits publics aux alentours de 1% du PIB. Mais le gouvernement, et là encore, je vais paraître cuistre et brutal, mais est tombé dans un piège de débutant en se disant, au fond, nous allons augmenter les impôts de façon extrêmement brutale et ça permettra de réduire les déficits. Les économistes savent bien que ça ne fonctionne pas. On appelle ça de notre jargon l'effet Laffer, du nom d'économiste du début des années 80 qui s'appelait Arthur Laffer, qui avait bien montré qu'au-delà d'un certain taux d'imposition, quand vous augmentez les impôts, vous déprimez l'activité économique et cette dépression de l'activité économique a des effets qui sont sur les recettes fiscales plus importants que les hausses d'impôts. Et donc, vous vous retrouvez dans un cercle vicieux absolument terrifiant où plus vous augmentez les impôts, moins vous avez de recettes fiscales. C'est très exactement ce qui s'est passé l'année écoulée, ce qui génère en plus une frustration terrible au sein de l'opinion publique parce que les gens se disent « mais nous payons plus d'impôts ». Et on ne voit pas l'effet en matière de réduction des déficits. Les gens ont raison. Donc, bien entendu, ça a été une politique néfaste. Et donc, il faut aller dans cette question d'austérité. Il faut y aller différemment et puis plus lentement. La France n'a pas d'obligation de résultat. Elle a une obligation de moyens. Mais la baisse des dépenses publiques, par exemple, elle vous paraît engagée? Est-ce que c'est pour vous ce qu'il reste à faire encore dans cette politique économique? Elle est engagée au niveau de l'État. Mais le problème, c'est que la dépense publique, en réalité, c'est pas l'État. C'est surtout les dépenses sociales. Et alors là, c'est vraiment cacher cette horreur que je ne saurais voir parce qu'on n'en parle jamais. Mais quand vous regardez l'ensemble de la dépense publique, et vous le savez,
près de la moitié des dépenses publiques, ce sont des dépenses sociales. C'est-à-dire avant tout les retraites et ensuite la santé. Donc l'accent doit être mis sur la réforme des retraites. Chacun sait ce qu'il faut faire et on sait bien que d'une façon ou d'une autre, on va vers un allongement de la durée de cotisation, ce qui peut se faire de multiples façons d'ailleurs, mais on sait bien qu'on va vers ça, ce qu'avait engagé le gouvernement précédent. On a un autre immense chantier qui est celui de la réforme de l'assurance maladie. L'assurance maladie, ce sera le principal poste de dépense d'ici 10 ou 15 ans. Il y a des tas de choses à faire, il faut revoir la rémunération des offreurs de soins, les hôpitaux, les médecins, la médecine de ville. Il faut sans doute financer autrement les maladies chroniques. Il y a beaucoup de choses à faire, mais ça, ce sont les vrais enjeux. La dépense de l'État central, oui, il faut les contrôler, mais en réalité, c'est déjà fait. Je reviens à votre livre, je le présente ici, on entend les arbres tomber mais pas la forêt pousser. Vous dites en gros dans ce livre, nous ne vivons pas une crise mais une révolution. Oui. Ce sera ma dernière question, c'est quoi cette révolution? On est à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance. C'est-à-dire qu'on est au début d'une révolution technologique majeure avec les nanotechnologies, l'intelligence artificielle, tout ce qui est lié aux sciences du vivant. Et cette révolution technologique, elle génère ce que les économistes appellent un phénomène de destruction créatrice. C'est-à-dire que vous avez une nouvelle économie qui remplace une ancienne économie. Mais donc une ancienne économie qui est en train de mourir, ce qui évidemment est très difficile à vivre, et je raconte ça dans le livre. Les grandes révolutions industrielles, l'imprimerie, la machine à vapeur, ont été vécues par les contemporains comme des drames économiques absolus, alors qu'on sait bien que quand on en fait le bilan, ça a été extrêmement positif. C'est très exactement ce que nous sommes en train de vivre, et la méthode pour essayer de passer ce cap, c'est d'être convaincu qu'au bout du chemin, on a davantage de prospérité, on a des conditions de vie meilleures, on a une espérance de vie plus élevée, etc. Et c'est d'avoir en tête cet objectif, cet avenir qui nous permet d'être suffisamment flexible pour assumer la mort de cette ancienne économie. De l'optimisme donc, merci voilà. Nicolas Bouzou. Merci.